Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de Noticias sur les antennes de Numérica à télévision lundi 27 mars 2017. C'est en principe aujourd'hui même que devait se tenir à la foire internationale de Kinshasa la cérémonie solennelle de la clôture des discussions directes du centre interdiocésain avec à la clé la signature de l'arrangement particulier. Jusqu'au moment où nous enregistrons cette émission, rien n'est encore fait. Du côté du centre interdiocésain, le débat reste encore sur le point des discussions entre la majorité et le rassemblement. Alors la question mérite d'être posée. S'achemine-t-on vers le blocage carrément de la situation? Est-ce qu'il faut dire que les évêques ont échoué dans leur mission de médiation entre majorité signataire de l'accord, opposition signataire de l'accord du 18 octobre 2016 et le rassemblement non signataire de cet accord? Que deviendront les institutions et comment survivre dans cet environnement politique en cas de non-application de l'accord et de non-signature de l'arrangement particulier? Sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir un sénateur élu de Bazouélé, Jean-Claude Mokeni. C'est son nom. Il est président de la commission relations extérieures de la Chambre haute du Parlement. Monsieur le sénateur, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Bienvenue sur ce plateau de Noticias et Numérica Télévision. Première question, c'était la rentrée parlementaire au Sénat, dans les deux chambres du Parlement, conformément à la Constitution, rentrée de mois de mars. Depuis cette rentrée jusqu'à aujourd'hui, combien de plénières déjà tenues? Quels sont les grands enjeux de cette session à la Chambre haute du Parlement? Avant tout, je tiens à vous remercier de votre invitation, surtout que j'ai l'honneur d'être reçu par une dame. On est encore dans le mois de mars, c'est le mois de la femme, donc tout l'honneur m'échoit de répondre à cette invitation. Et pour revenir sur la question que vous m'avez posée, relatif à la rentrée parlementaire, qui est en fait un des plus grands événements politiques du pays, parce que à chaque rentrée parlementaire, on a le réel sentiment que la démocratie est enfin en marche, puisque tous les organes de contrôle sont actifs et que les lois sont discutées. Effectivement, la rentrée parlementaire a eu lieu le 15 mars, donc c'était il y a déjà une bonne dizaine de jours. Votre question est tout à fait claire. Combien de plénières? Il y en a déjà eu. Il y a déjà eu deux plénières. La première est la solennelle, l'ouverture, avec le discours du président de deux chambres qui donne un peu l'orientation de la session en cours. Comme vous l'avez entendu, les discours du président du Sénat a tourné essentiellement autour de la nécessité de pouvoir sortir notre pays de l'impasse politique avec cet accord de la Saint-Sylvestre qui, pour l'instant, attend un dénouement heureux. Et ensuite, il était question de la question du social des Congolais, étant donné que nous avons connu depuis le mois de décembre à ce jour une dépréciation monétaire assez forte. Le taux budgétaire voté par le Parlement est de 940 francs pour $1. Aujourd'hui, nous sommes à plus ou moins 1400 francs pour $1, ce qui est quand même assez significatif pour le panier de la ménagère. Et
nous, politiques, nous sommes conscients que c'est inhérent à cette situation d'incertitude qui tourne autour justement des questions qui sont débattues dans les accords, d'où l'appel du président du Sénat, l'interpellation à ce qu'on puisse se dépasser au niveau des ambitions personnelles, au niveau de l'exercice de pouvoir pour en fait amener notre pays tout simplement aux élections qui doivent être organisées dans le calendrier fixé par la CENI. Ensuite, puisque vous posez toujours la question sur la rentrée parlementaire, on s'est quand même appesanti aussi longuement, le président surtout, sur la question relative à la mise en œuvre des tribunaux administratifs, le Conseil d'État, la Cour d'appel, qui sont en fait des cours qui traitent des questions qui touchent le Congolais au quotidien, les différents conflits entre l'administration et les administrés. Voilà en gros les questions qui seront certainement débattues au cours de cette rentrée parlementaire. Alors, les grands enjeux de cette session, notamment la préparation, on va dire, l'adoption des lois en rapport avec le processus électoral, mais également l'adoption du budget pour permettre au gouvernement finalement de financer ces élections. Mais on est le 27. L'actualité, Mokeni, monsieur le sénateur, c'est l'arrangement particulier. Les évêques, vous savez, ont annoncé pour ce lundi 27 mars 2017 la signature de l'arrangement particulier et on va dire, la conclusion de toutes les discussions du centre interdiocésain. Lundi, rien n'est fait. Est-ce que pour vous, c'était trop vite, cette déclaration des évêques, de pouvoir ambitionner, envisager de terminer ces discussions lundi 27 ? Écoutez, vous voyez que j'ai un petit, un petit rire sur les côtés, parce que étant moi-même une des personnalités qui a participé au premier dialogue qui a été convoqué, en fait, sous l'égide des Nations Unies, de l'Union africaine et de l'Union européenne, et sous la facilitation de l'Union européenne et de l'Union africaine par le médiateur désigné à la demande justement de cette opposition. À l'époque, c'était le président Tshisekedi qui avait demandé à ce qu'il y ait une médiation internationale pour la tenue de ces dialogues. Et le dialogue dans lequel nous avons participé, qui a connu la participation d'un grand nombre de partis d'opposition, qui avaient fait aussi dissidence dans ce qui se trouve aujourd'hui dans le Rassemblement, avait, je pense, été plus pragmatique, parce que nos assises ont tout simplement duré du 1er septembre au 18 octobre. Alors aujourd'hui, nous revoilà avec des assises qui ont été convoquées au 1er décembre. Les gens ont tendance à galvauder le fait que ces assises, sous l'égide de la SYNCO, ont d'abord été convoquées sous l'initiative du président de la République, en application de l'article 24 de l'accord du 18 octobre qui a ouvert une brèche permettant à ceux qui n'avaient pas participé à ce dialogue de pouvoir y adhérer, et d'où l'ouverture de ce dialogue. Or, nous sommes aujourd'hui quasiment 3 mois après la convocation de ce dialogue, donc vous voyez vous-même, nous avons fait 1 mois et demi avec Kodjo, aujourd'hui on a 3 mois avec les évêques, avec plusieurs ultimatums, parce que ce n'est pas la première fois que les évêques lancent un ultimatum. Ils avaient aussi lancé un ultimatum pour le 31 décembre. Je dirais ce qui a amené à la conclusion de cet accord. Et aujourd'hui, nous sommes une énième fois devant une date qui a été annoncée sans concertation, je dirais, avec les autres partis, puisqu'elle a été annoncée unilatéralement par la médiation, le 27. Le 27, pourquoi? Il faut que les gens comprennent pourquoi le 27. Le 27, tout simplement parce que la médiation tient mordicus à ce que les arrangements particuliers et l'accord soient mis en œuvre avant
que le Conseil de sécurité puisse se réunir pour, une nouvelle résolution pour la résolution sur la RDC. C'est là que le bas blesse. Parce que aujourd'hui, la SYNCO ne fait... Cela signifierait quoi pour vous, par exemple, si les évêques veulent précipiter la fin des assises pour permettre au Conseil de sécurité des Nations Unies de prendre une résolution qui tienne compte de la position des évêques, parce que quand on a suivi Marcel Outembu, on va en parler tout à l'heure, qui disait devant la tribune des Nations Unies que si l'accord n'était pas respecté, qu'on sera dans un état avec des gouvernements ou un gouvernement illégitime. Mais selon vous, pourquoi les évêques veulent à tout prix terminer ces assises aujourd'hui? Pour une certaine opinion, il fallait quand même en finir. On ne va pas continuer de prolongement en prolongement. Il faut qu'il y ait une date pour terminer tout ça et passer à autre chose. Le plus important, préparer les élections prévues pour le mois de décembre 2017. Je suis ravi que vous me sortiez ça de mes propos. Ça veut dire le plus important, c'est que nous organisons les élections. Or, au moment où nous sommes en train de débattre ici, la CENI a déjà, grâce à l'action du gouvernement et aux injonctions qui ont été fixées par l'accord du 18 octobre de l'Union africaine, enrôlé près de 20 millions de personnes. Parce qu'il ne faut pas... j'ai un devoir de mémoire ayant participé. Une des résolutions de cet accord était d'obliger le gouvernement à pourvoir des financements susceptibles de permettre à la CENI, à hauteur de plus ou moins 300 millions de dollars par mois, pour organiser justement les élections. Et une autre résolution était de demander à la CENI de pouvoir, au 31 décembre, déjà avoir tout le matériel permettant l'enrôlement, la révision du fichier électoral à Kinshasa. Alors que la CENI, lorsqu'elle avait présenté son plan, avait voulu le faire de manière progressive. Donc aujourd'hui, grâce à cet accord, que ceux de l'interdiocésain critiquent, il y en a certains qui disent même que c'était un échec, alors qu'on a pondu un accord sans pouvoir recourir à des arrangements particuliers. C'était un accord qui a été appliqué et qui aujourd'hui a quand même amené un gouvernement de transition qui, grâce à ce gouvernement de transition, fait fonctionner le pays. Parce que s'il n'y avait pas de gouvernement, je ne sais pas comment est-ce qu'en exécutant les affaires courantes, on pouvait initier certaines actions. Alors, pourquoi selon vous le 27 ? Attendez, pour revenir un peu à cette question, je sais que je lisais ce matin dans un des titres de la presse, le coup d'état des évêques. Effectivement, comment voulez-vous? Nous avons un gouvernement de transition qui est reconnu, qui a été investi par le Parlement, pour lequel nous avons un ministre des Affaires étrangères qui se déploie à travers les différentes capitales internationales pour leur expliquer la position de la SYNCO et de la RDC et devant le Conseil de sécurité, alors que la MONUSCO est en fait une organisation des Nations Unies qui a été déployée au Congo à la demande de la RDC et qui a un accord de siège signé par la République. Donc ça veut dire qu'il est en quelque sorte le partenaire du gouvernement. Donc ce partenaire du gouvernement a comme répondant le ministre des Affaires étrangères. Voilà que nous arrivons à New York. On est surpris de voir qu'il n'y a aucune mise en commun de vue entre ceux qui représentent l'État et la SYNCO. Chacun fait son discours en son sens. La SYNCO qui prend une partie du discours du président du Sénat en disant les institutions sont tous illégitimes. Mais non, il y a deux questions. Il y a la question d'abord de l'illégitimité, mais il y a aussi la question de la légalité. La Constitution reconnaît que les institutions qui sont issues du souverain primaire restent en place jusqu'à l'installation de nouvelles institutions. Donc on passe de la légitimité à la légalité. Alors comment voulez-vous? Ça traduit quoi selon vous ce discours? Écoutez, ça ne fait que jeter
un obscuri libelli, comme je dis, un flou dans l'interprétation de la situation. Alors, monsieur le sénateur, si vous fustigez la manière unilatérale pour les évêques de prendre la décision de terminer le lundi 27 les discussions sur l'arrangement particulier, selon vous, que devraient faire les évêques? Je vais rectifier. Je n'ai pas fustigé l'ultimatum donné par les évêques. J'ai tout simplement dénoncé le fait qu'on ne met pas un ultimatum sans avoir au préalable concerté les différentes parties Mais quand prenantes. on sent que ces parties prenantes font en sorte que ces discussions ne se terminent jamais, que ce sont des caprices finalement des uns et des autres, l'intransigeance de deux côtés, alors la médiation tranche pour dire c'est une manière de vous pousser vers la porte de sortie pour dire qu'on doit terminer, voici l'ultimatum, voici le deadline, on termine telle date. Comme ça vous permet de terminer, puisqu'on nous a dit quoi, l'arrangement particulier n'était qu'une question d'un jour ou de 2 jours. Maintenant, 2 semaines pour discuter, 3 semaines. On en est à plus d'un mois, 2 mois pour discuter de l'arrangement particulier. Et donc, la médiation, en tant que médiation, peut taper du poing sur la table pour ramener tout le monde à la raison. Vous savez, je reviens à ce que je disais précédemment. J'ai participé à l'accord du 18 octobre. Et ce dialogue devait durer 15 jours. Il a duré 45 jours. OK? Et en aucun cas, le médiateur à l'époque n'a usé d'un ultimatum. Oui, pendant les travaux, il nous a dit, OK, si on n'arrive pas à un accord, il va constater que les parties ne sont pas arrivées à un accord. Et parce qu'il est tenu par un agenda qui avait été fixé de 15 jours, qui a été prolongé 2 fois. Et on a trouvé des moyens pour pouvoir faire avancer les plénières. Donc on a choisi des délégués qui représentaient l'ensemble des composantes. Ici, les cas d'espèce, ben, je suis triste de le dire, mais si la Synco constate qu'elle n'arrive pas à pouvoir terminer l'accord, soit elle prend son mal en patience pour amener tout le monde dans un accord qui va être appliqué, ou bien elle constate tout simplement qu'elle est dans l'incapacité de pouvoir terminer avec les arrangements particuliers. À ce moment-là, on peut passer la main à quelqu'un d'autre qui serait plus frais, qui serait désintéressé et qui serait vraiment dans l'esprit d'une médiation, dans l'objectif de concilier les parties. On ne peut pas quand même faire 3 dialogues, monsieur le sénateur. Mais les évêques... Pourquoi pas? On en a fait 2. Pourquoi 1, 2 et pas 3? Et ce 3e dialogue rajoutera quoi? Elle conciliera les parties parce que pour l'instant, on a constaté une exaspération de la part de la médiation qui souhaite à tout prix terminer très vite. La médiation veut terminer très vite parce que les parties prenantes sont intransigeantes dans leur C'est ça les négociations. Mais vous êtes de la majorité présidentielle. Pourquoi la rigidité de l'AMP? Qu'est-ce qui vous pousse, vous, à camper sur vos positions? Parce que vous le savez bien que quand on va négocier, il y a des concessions à faire. De toute façon, on laisse toujours un peu... voilà. Mais je pense que la mémoire est parfois la faculté de l'oubli. Si le rassemblement ne veut pas évoluer, le rassemblement reste à un an, le rassemblement veut le président du Conseil des sages, comme c'est dit dans l'accord, président du Conseil des sages du rassemblement, président du CENSA, et la majorité. Quelle est, vous, la concession que vous pouvez faire à ce jour pour débloquer la situation? Parce que si ça bloque, vous avez aussi une part de responsabilité en tant que majorité présidentielle. Bon, je vais me répéter en disant que parfois, la mémoire est la faculté de l'oubli. Ça veut dire qu'on oublie parfois ce qui a déjà été fait. La majorité a fait des concessions gigantesques. Vous savez qu'on est dans une diplomatie parlementaire. Quelle concession? On a déjà donné la primature, on a accepté de partager l'exercice du pouvoir avec ceux qui n'ont même pas gagné des élections.
C'est du jamais vu, ce n'est même pas une cohabitation, c'est une concession qui a été... Non, oui, c'était le prix à payer pour la majorité présidentielle, parce qu'il a fallu à tout prix sauver la peau du président de la République qui devait aller au-delà, disons, le mandat présidentiel. Je vous ai rappelé tout à l'heure la légitimité et la légalité. Okay. Vous avez ici dans notre pays des cours et tribunaux, n'est-ce pas? Okay. Nous avons un juge, le seul, qui juge de la Constitution, un juge de la Cour constitutionnelle. Ils ont rendu un arrêt qui, clairement, dans le droit, a figé le fait que le président de la République, chef des institutions, reste en place jusqu'à l'installation du prochain président de la République. Et pour cela, ces prérogatives n'ont pas été réduites pour autant. Okay. Donc, à partir de ce moment-là, il ne m'appartient plus de revenir sur des méandres, des interprétations des uns et des autres qui amènent justement à des accords particuliers, des arrangements particuliers qui n'arrivent pas à un aboutissement heureux. Vous avez dit que la majorité a fait des concessions, notamment le fait d'accepter un Premier ministre de l'opposition. Le fait de partager l'exercice du pouvoir. Okay, avec une partie de la classe politique qui n'a même pas la majorité au Parlement. Et vous savez qu'aujourd'hui... Il n'y a pas eu élection. Vous non plus, vous êtes dans le même... Comment ça, on n'a pas eu élection? Moi, je n'ai pas été nommé, moi. Okay. J'ai été élu. J'ai été élu, je le répète. Donc, je tire ma légitimité de cette élection. Pour autant qu'aujourd'hui, que quiconque se mette devant moi pour me dire qu'il est sénateur plus légitime que moi. D'où il a sorti sa légitimité? De quelle élection? D'une nomination? Non. Moi, je suis encore légitime, puisque je jouis encore de la confiance de ceux-là qui me l'ont donné lors des élections qui ont été organisées. Et cette confiance ne sera retirée qu'à l'issue du prochain vote. Ça, parfois, on oublie, parce que nous sommes dans les accords, nous sommes dans les arrangements, où on croit qu'on peut gérer le pays avec des accords. Non, nous sommes dans une dynamique démocratique qui établit les règles de la représentativité populaire. Or, actuellement, je le répète, la CENI est en train d'avancer, pendant que les accords particuliers sont en train de pétiner. D'ici le mois, on est déjà 20 millions. La CENI n'entendra pas, la CENI n'entendra évidemment. pas. Donc, alors, que se passera-t-il si nous arrivons, au 31 mai? Parce que ça, ce sont les calendriers. Okay? Moi, j'ai les calendriers de la CENI qui sont venus exposer à plusieurs fois. Au 31 mai, ils ont clôturé les opérations de révision de fichier électoral. Ils ont leur nouveau fichier avec leurs 42-43 millions d'électeurs, parce qu'aujourd'hui, nous avons seulement fait 50% du pays et nous avons déjà 20 millions d'électeurs. Et la partie qui regorge de la majorité des électeurs, ça veut dire l'Ouest, la ville de Kinshasa, Bandundu, les deux Kasaï, la Chopo, le Bazouélé, le Haut-Touélé, n'ont pas encore l'Équateur, la province de l'Équateur, la Mongala, n'ont pas encore commencé les opérations. Alors, imaginez-vous bien que nous sommes aujourd'hui à 40 millions d'électeurs. C'est d'abord un grand succès pour le gouvernement, parce que ça montre qu'il y a une volonté de pouvoir aller vers les élections, parce que sans l'apport du gouvernement, la CENI n'aurait pas pu organiser cela. Alors, nous arrivons là, le Parlement, si ce Parlement, que beaucoup qualifient d'illégitime, ne fonctionne plus, qui va voter les lois? Personne. Vous savez, madame, si aujourd'hui on décide par un coup de baguette magique dans un accord, d'abord on ne peut pas dissoudre le Parlement, de l'Assemblée nationale, c'est au président de la République de le faire, constitutionnellement, lorsqu'elle estime qu'elle n'a plus la confiance. Et la seule qui va rester en place restera le Sénat. Alors, si jamais, par quel superfuge, on arrive par des accords magiques à dire, ok, ces parlementaires sont soi-disant illégitimes, donc on va nommer, non pas hors, oui, ben, y en a, là vous commencez à être diplomate, j'apprécie, parce que nous, ça fait 5 ans qu'on nous traite de tous les noms, mais en fait, on est toujours en train de servir la population qui nous a donné ce mandat. Et alors, imaginez-vous que dans tous les groupes interparlementaires ne peut siéger un parlementaire qui est élu. Celui qui est nommé ne peut siéger. Donc, au moment où
on arrête la représentation populaire pour mettre des personnes nommées, on n'a plus droit de citer nulle part au monde. Parce que nous n'avons plus de représentants qui sont issus des élections. Mais ça, parfois, les acteurs politiques qui sont dans les négociations, dont nombreux d'entre eux ne sont pas des élus, ne le savent pas parce qu'ils veulent occuper les postes de ceux qui sont élus sans aller aux élections. Et ça, en tant que démocrate, j'attire l'attention de la population sur ça. Attention, les seuls qui peuvent représenter la République sont ceux-là qui sont élus. Les concessions que doit faire la majorité aujourd'hui pour débloquer la situation, pour qu'on en arrive à signer cet arrangement particulier. Lesquels encore? Parce que jusque-là, ça bloque encore. Jusque-là, pas trop évolué dans cette question-là. Sur ces questions, notamment la désignation du Premier ministre, vous en tenez toujours à 3 candidats. Pourquoi cette intransigeance? Je vais rappeler 2 choses. Un, nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Okay. Ça veut dire qu'il y a un chef de gouvernement qui répond devant le Parlement. Et ce Parlement a majoritairement de la majorité présidentielle. Deuxièmement, le président de la République est aussi le garant des institutions. Ça veut dire qu'il convoque et qu'il préside aussi le Conseil des ministres. À partir de ce moment-là, le Premier ministre qui est investi, parce qu'actuellement nous avons un Premier ministre qui a été investi, pour qu'il quitte son poste, il a 2 options. Soit il démissionne de lui-même, soit il fait l'objet d'une vote de défiance, de méfiance au Parlement, qui serait initiée par n'importe quel parlementaire. Okay? Si ces 2 conditions ne sont pas réunies, même si on a un arrangement particulier, ça ne sera pas fait. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on a demandé aussi, l'opposition a demandé, dans l'accord, qu'on puisse cesser les dédoublements des partis politiques, n'est-ce pas? Ce qui a été accordé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Accordé, mais dans la réalité, rien n'est fait. Il y a toujours des partis dédoublés. Pourquoi? Parce que, vous venez de le dire, la majorité n'arrête pas de faire des concessions. Parce que la majorité tire également des ficelles, puisque quand on vous dit que l'arc est dans l'opposition, il y a l'arc majoritaire, on vous dit que le MSR est dans l'opposition, il y a le MSR dans la majorité. Finalement, cette majorité un peu hypocrite dans ses prises de position officielles, mais entre-temps, en coulisses, c'est elle qui tire les ficelles, etc. On dirait que vous avez peur du lendemain, la majorité présidentielle, au cas où on en finissait avec les arrangements particuliers et on passait à la mise en application de l'accord. On dirait que l'AMP a peur du lendemain, de sa survie politique. Écoutez, je ne peux pas vous laisser dire ça. La majorité ne profite pas de la faiblesse des uns et des autres. Nous sommes en politique, ce sont des forces contraires. La majorité, dans tous les pays du monde, l'exercice du pouvoir est pour la conserver. Et l'opposition, son exercice est de pouvoir la conserver la conquérir. Non, la conserver en respectant les textes. Nous respectons les textes. Parce que 2 mandats suffisent et après, oui, on est dedans. Vous pouvez présenter un autre candidat. Mais votre question n'est pas celle-là. Jusqu'à présent, on n'est pas encore en une loi électorale qui spécifie la période à partir de laquelle la campagne électorale est lancée, à partir duquel les formations politiques peuvent présenter tel ou tel candidat. Ça, c'est clair. On oublie parfois que dans ce pays, nous avons un arsenal juridique qui fonctionne. On l'utilise quand on le veut. Okay. On va utiliser la Constitution quand on veut. Jean-Claude Mokeni, quel est l'avantage aujourd'hui pour la majorité présidentielle? Quel avantage vous tirez de l'application de l'accord? Mais l'accord n'est pas appliqué. On ne peut tirer aucun avantage. Si demain... Constatons l'échec. Non, d'abord, si l'on constate que... Avouez avec moi, vous constatez l'échec. Pourquoi voulez-vous rester sur l'échec? Pourquoi ne voulez-vous pas être prophète de la République démocratique du Congo, pas prophète de malheur, mais souhaiter le bien, souhaiter la mise en application de l'accord, souhaiter que cet arrangement particulier, les discussions puissent se terminer pour enfin mettre en application cet accord? Quel est l'avantage que vous tirerez, vous, majorité, si cet accord est appliqué et si ces discussions de la SENCO sont terminées aujourd'hui? Ben, je pense qu'il y aura un point de presse de la majorité aujourd'hui. Vous allez avoir un point de presse de la majorité qui va livrer les gens qui nous ont représentés. Parce qu'à ce jour, les représentants de la majorité
dans les négociations de la Synco sont ceux qui ont été mandatés par la plénière du 18 octobre, dont je fais partie. Alors, ils vont vous livrer la position de la majorité, puisque nous sommes structurés. On ne parle pas, chacun ne vient pas exprimer son point de vue, parce que nous sommes dans un exercice de pouvoir organisé. Donc, vous allez avoir la position de la majorité en ce qui concerne ce qui va se passer aujourd'hui. Parce que, en fait, soit la médiation constate qu'il n'y a pas accord encore, parce qu'il n'y a pas encore accord et que les discussions sont en train de se prolonger et qu'il faille lui donner le temps de pouvoir évacuer ses écueils, ou bien elle dit, écoutez, moi, je préfère m'arrêter là parce que je représente l'Église et je dois m'occuper de l'Église plutôt que de m'occuper de la politique. Ça, c'est autre chose. Ça, il appartient à la médiation. Moi, je dis toujours, quand vous acceptez de faire quelque chose, vous devez savoir qu'il y a des obligations. Et vous devez les assumer jusqu'au bout. En cas d'échec des négociations, que devient la vie politique en République démocratique du Congo? Que doit comprendre le peuple congolais par là? Je reviens à ce que je vous ai dit encore précédemment. Nous n'avons pas de vide juridique ici. Accord, pas accord, les institutions sont en place jusqu'à l'installation de prochaines institutions. Nous sommes partis dans une dynamique de pouvoir concilier les vues pour avoir un exercice partagé du pouvoir pendant la période transitoire qui va nous amener vers les élections. Or, actuellement, l'organisation des élections, les préparatifs en tout cas, vont bon train. Donc moi, je n'ai aucun message d'alarme ou à donner à la population pour ne que lui dire allez-y massivement vous enrôler, terminons cette révision du fichier, qu'on vote au Parlement la nouvelle loi sur la répartition des sièges, parce que là aussi, il y a une question d'équilibre au niveau des représentants. À partir de ce moment-là, la CENI va convoquer des élections conformément à la loi électorale et nous allons avoir des nouveaux dirigeants qui vont être élus. Et voilà, donc il y aura rien d'autre qui va se passer. Jean-Claude Mokeni, vous avez l'impression, vous donnez l'impression d'un sénateur, d'un membre de la majorité qui se dit un peu déçu de ces discussions, de la médiation, qui ne croit plus à l'aboutissement heureux de ces négociations du centre interdiocésain. Mais l'obstacle, c'est aussi la majorité présidentielle qui persiste sur les 3 noms, alors que l'accord parle d'un candidat Premier ministre ou du Premier ministre désigné par le Rassemblement, qui est nommé par le président de la République. Du point de vue de l'opinion, ce ne serait pas la majorité qui va bloquer jusqu'à la fin la mise en application de cet accord et l'aboutissement heureux de ces discussions? C'est pour ça que je profite de votre micro pour m'adresser à la population, pour leur dire que ce n'est pas la majorité qui bloque. Quand on part dans une négociation, on dit toujours, quand vous rentrez dans une négociation, c'est que vous savez que vous devez savoir faire des concessions. Vous ne pouvez pas aller dans une négociation en ayant des positions figées. Alors à ce moment-là, il ne faut pas les négocier parce qu'on ne va jamais arriver à ce qu'on appelle un compromis. Alors ici, il n'est pas aujourd'hui une surprise, même devant le Conseil. Le ministre des Affaires étrangères l'a dit. Après l'état des lieux de Monseigneur Outembi, ainsi que de Madame Madeleine Kalala, qui a été aussi invitée par le Conseil, que la majorité, elle s'inscrit dans la dynamique de la résolution 2277 en appuyant justement cet accord de la Saint-Sylvestre, et que la position de la majorité est que
ce Premier ministre viendra bien entendu de l'opposition et c'est toujours le Rassemblement qui va proposer le candidat Premier ministre. Ça ne sera jamais le président ou la majorité qui proposera le candidat Premier ministre. Donc, ils doivent, eux aussi, dans leur camp, se mettre d'accord sur 3 personnes, comme est demandé par la personne qui va, de son plein gré par rapport aux prérogatives constitutionnelles, le nommer, pouvoir choisir parmi les personnes qui sont proposées par le Rassemblement. Et pourquoi est-ce que le Rassemblement ne veut pas proposer 3 personnes de leur rang? Pourquoi? Parce que l'accord ne parle pas des premiers ministres, l'accord parle du Premier ministre vous n'avez pas bien lu l'accord, du Premier ministre présenté, vous n'avez pas bien du lu. Candidat, c'est au singulier. On a dit, on présente le candidat. On présente d'abord, c'est la CENSA, okay? C'est le président de la CENSA qui vient présenter le candidat Premier ministre. Okay? Or maintenant, où sommes-nous avec le président de la CENSA? Je pose la question. Alors, on veut brûler les étapes en disant « Ah, c'est la majorité qui bloque », alors qu'ici, on a 2 ailes du Rassemblement. Il y a Pierre Lumbi qui est président du comité des sages. Allez-y, allez-y. J'ai aussi l'aile avec Olenga Koy, j'ai aussi, dans les discussions de la SACO, entendu la mise en cause de la fameuse lettre nommant X ou Y. Okay? Donc, le Rassemblement doit pouvoir, comme on dit, rassembler dans leur rang pour présenter une unité comme ils l'ont toujours fait et revenir avec une candidature. Pourquoi est-ce qu'on dit, présentez-nous 3 personnes, mais présentez-nous les meilleurs et 2 moins bons. Le président ne va pas prendre 2 personnes, il ne va pas choisir parmi ceux qui sont les moins bons, il va choisir le meilleur. Parce qu'il sera le partenaire du président de la République. Je viens d'essayer d'expliquer que nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Pour le président du comité de suivi de l'accord, l'accord dit que c'est le président du comité des sages du Rassemblement qui est le président du comité de suivi de l'accord. Bien sûr. Il y a Pierre Lumbi qui est déjà président du conseil des sages du Rassemblement. J'attends tout simplement que, justement, à l'issue, parce que jusqu'à présent, nous avions eu un président du CENSA, qui était le feu président Tshisekedi, qui était élu, nommé, désigné par consensus, et qui devait être coulé dans justement les arrangements particuliers. Vous pouvez faire la même chose avec Pierre Lumbi. Est-ce qu'il répond aux critères? Il ne faut pas demander... Pourquoi vous voulez rentrer dans cette guerre au sein du Rassemblement? Pourquoi vous rentrez dans la guerre du Rassemblement? Jamais. Alors que les évêques ont remis la lettre à qui? À Félix Tshisekedi, Félix et Pierre Lumbi. Ça veut dire que pour les évêques, vous avez suivi Marcel Outembi le jour de la relance des discussions au centre interdiocésain après plus d'1 mois, parce qu'on attendait l'inhumation d'Étienne Tshisekedi qui ne vient pas. Alors, on s'est dit, mais bon, les évêques ont dit, autant mieux commencer, continuer et terminer avec ce qu'on a commencé, les discussions pour conclure finalement à l'arrangement particulier. Monseigneur Outembi a dit dans son discours inaugural du redémarrage des discussions que finalement, la nomination, la désignation de Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi mettait fin au vide laissé par Étienne Tshisekedi Wamulumba. Ça veut dire qu'il y a déjà l'interface. Et de surcroît, c'était une consécration pour dire que pour nous, nous reconnaissons le leadership du Rassemblement incarné par Félix Tshisekedi. Et Pierre Lumbi, vous devez prendre acte. Pourquoi la majorité veut aujourd'hui s'attarder sur la guéguerre au sein du Rassemblement? On dirait que ça vous profite aussi d'une certaine manière, Jean-Claude Moukeni. Je veux revenir en toute... comme on dit, avec beaucoup de calme sur cette question. D'abord, la médiation n'impose rien. La médiation, elle assure justement l'équilibre de débat. Aujourd'hui, si effectivement il y a consensus au niveau du Rassemblement, qu'on puisse arriver à le mettre dans les arrangements particuliers. Parce que vous parlez d'une chose et moi je vois le contraire.
Parce que vous voulez voir justement le contraire. Alors que vous savez que la légalité se trouve du côté de l'IMT. Parce que si vous regardez les plateformes qui ont signé l'acte de Jean-Val, la grande partie se retrouve derrière Pierre Lumbi. S'il vous plaît, madame, je vais vous rappeler l'exégèse de la convocation du dialogue. On n'a pas convoqué le dialogue en tenant compte du poids politique des partis politiques. On a tenu compte du poids politique des candidats présidents aux élections de 2011. Or, le président Kabila représentait 42% de votes et le président Tshisekedi représentait 28% de votes. Je dis, le président Tshisekedi, à eux deux, représentait plus de 70% de votes. Donc la légitimité, on a dit, ok, ce sont ces deux personnes qui pourraient arriver à incarner ces consensus pour mener au pays vers la transition. Pour autant que malheureusement, on a la disparition d'un illustre personnalité politique comme le président Tshisekedi, c'est un principe de droit qui s'appelle le secutandibus, qui veut dire qu'à situation égale, situation particulière, on peut revoir la situation. Parce qu'aujourd'hui, dites-moi qui est celui-là qui peut se revendiquer de cette légitimité populaire de 28%. Personne. Ce n'est pas l'UDPS, c'était le président Tshisekedi. L'UDPS, c'est son groupe parlementaire. Combien de parlementaires ils sont? C'est la deuxième force après le PPRD. Alors, et de loin. Laissez-moi terminer parce qu'il ne faut pas semer la confusion au sein de la population. D'accord? Il faut être très clair sur ça. Il ne faut pas dire qu'aujourd'hui, d'abord le rassemblement, ce n'est pas l'affaire de l'UDPS. C'est une organisation regroupant plusieurs plateformes. Qui dit plateforme dit association de plusieurs partis politiques au sein d'une plateforme. Donc il ne faut pas qu'une lettre d'une personne vienne effacer d'une main ce que les autres qui sont membres de cette organisation ont dit. Donc c'est pour ça que nous, de la majorité, nous disons, nous ne voulons pas d'un accord qui demain, à la place publique, sera déjà dénoncé parce que les autres plateformes du rassemblement ne sont pas d'accord avec ce qui avait été conséquence, il faudrait que le rassemblement se mette d'accord et mette un peu d'ordre dans la famille. Alors, dans ce cas, puisqu'on parle aujourd'hui de 3 L du rassemblement, il y a L Joseph Olenga-Nkoy, Mayombe, ceux qui sont au gouvernement, et Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi. Est-ce qu'on pourrait arriver dans le cas de figure où Joseph Kabila considère finalement les propositions de ces 3 L du rassemblement, par exemple en ce qui concerne le Premier ministre? Est-ce qu'on peut en arriver là? Que ceux qui sont au gouvernement proposent par exemple la reconduction de Sami Badibanga, que Pierre Lumbi saisisse Joseph Kabila et Joseph Olenga-Nkoy aussi saisisse le président de la République pour proposer un Premier ministre, peut-être Bruno Tshibala. Mais aujourd'hui, Olenga-Nkoy, bon, il représente quoi au niveau du rassemblement? Il représente une plateforme qui revendique, qui conteste la décision désignant Pierre Lumbi comme président du CENSA. La plateforme qui connaît aussi les dissidents en son sein, parce qu'il y en a aussi qui sont avec Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi. N'amenons pas la confusion devant nos auditeurs, n'est-ce pas? Joseph Olenga-Nkoy conteste Pierre Lumbi et le mode de cette décision, de cette nomination. Ok? Alors, ça c'est un. Deuxièmement, je vous ai parlé tout à l'heure de la concession qui a été faite par la majorité de dire voilà, on met fin au dédoublement du parti. Mais le dédoublement du parti, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui étaient par exemple de l'UDPS, qui sont même le Premier ministre et tous les autres qui sont présidents du groupe parlementaire, sont d'office membres de l'UDPS. Parce qu'on a mis fin au dédoublement. Donc aujourd'hui, vous allez reconnaître avec moi, devant tous les auditeurs, que le Premier ministre actuel est bien de l'UDPS, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. Qui dit mieux? Donc, l'UDPS veut tout simplement changer de Premier ministre, prendre quelqu'un d'autre qui est dans son rang et le remplacer par un autre. Vous voulez absolument créer une confusion, vous, au niveau de l'UDPS, alors que vous savez qu'il n'est pas de l'UDPS. Bruno Tshibala exclu de l'UDPS. Sami Badibanga n'est pas de l'UDPS. Je ne vous il n'est pas de l'UDPS. Vous savez, Sami Badibanga n'est pas de l'UDPS, il a été exclu de l'UDPS, et ça vous le savez. Sami Badibanga a demandé qu'on puisse donner une lettre d'exclusion du parti. On n'a jamais exhibé la lettre d'exclusion du parti. Est-ce que vous l'avez, cette lettre? Vous ne l'avez pas.
alors il ne faut pas dire des choses que vous n'avez pas de preuves. Nous avons des décisions. Je vais vous montrer une décision suspendant finalement cette question. Mais pourquoi au sein de la majorité, vous voulez trop vous accrocher à cette question du rassemblement et de l'UDPS? Joseph Olenga, il représente quoi? Quel est son poids politique? Madame, quand on regarde ceux qui sont avec Félix Tshisekedi et ceux qui sont avec Pierre Lumbi, on dirait finalement c'est la majorité qui voudrait bloquer le processus et s'accrocher finalement à ce cas de figure de dissension au sein du rassemblement pour ne pas évoluer et pour ne pas finir ces discussions autour de la mise en œuvre de l'accord. Madame, je ne veux pas rentrer dans votre imbroglio. Mon message est clair. Nous ne voulons pas des accords qui, au lendemain de sa signature, sont dénoncés et rejetés par une frange de la population. Alors dans ce cas, la conclusion des discussions va attendre que l'opposition mette de l'ordre dans la famille, que le rassemblement puisse se mettre ensemble et voir comment disculper les malentendus et puis s'entendre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de clôture des discussions. J'en sais rien, je ne suis pas la médiation, je ne suis pas la Synco. Il leur appartient seul de pouvoir juger de cela. Moi, ce que je remarque, ils déploient une énergie débordante à venir absolument dire le contraire que ce que dit le représentant du gouvernement, qui est le ministre des Affaires étrangères dans sa tournée à l'international, parce qu'il visite systématiquement toutes les personnalités qui ont été visitées au préalable par le ministre des Affaires étrangères. Et cela, au lieu de mettre toute cette énergie afin d'amener le rassemblement, parce qu'il y a un problème au sein du rassemblement, à enfin trouver un modus vivendi qui amènerait à ce qu'on signe ces engagements particuliers. On attend pour mercredi prochain une nouvelle résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on va s'attendre à une foudre qui va s'abattre sur la RDC avec je veux vous dire, également? Je veux vous dire, il y a deux choses. Première, c'est que les Nations Unies s'inscrivent dans le cadre de la continuité de son action. Je rappelle que la résolution des Nations Unies contient deux volets. Il y a un volet qui est décisoire, donc ce sont des décisions qui doivent être appliquées, et puis il y a un volet recommandation. Or, pour l'instant, il n'y a pas de décision contraignante pour le Congo. C'est que vous avez suivi le mot d'ordre de l'Union africaine aux États non membres au Conseil de sécurité, leur demandant de suivre la position de la RDC, non pas la position du gouvernement de la RDC, qui veut dire nous renouvelons le mandat de la MONUSCO, mais en renforçant son mandat sur les forces d'intervention pour qu'on mette fin aux tueries et aux exactions dans l'est du pays et au centre aujourd'hui dans les deux Kasaï. Et deuxièmement, accompagner la RDC dans les élections. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'on est en train d'y aller. Et la deuxième recommandation serait que de réaffirmer, vous allez voir, les deux précédentes résolutions, la 2277 et celle qui a été votée à la fin du mois de décembre, qui a demandé à ce qu'on puisse appliquer l'accord de la Saint-Sylvestre. Donc, à partir de ce moment-là, on renvoie aux autorités congolaises de pouvoir trouver la solution à leurs problèmes. Ça s'appelle le respect du principe de souveraineté. Il faut savoir, madame, dans le vote des Nations Unies, attendez, il y a 5 membres permanents, qui sont la Russie, la Chine, les États-Unis, l'Angleterre, et il y en a un dernier qui m'échappe, et la France. Or, il y en a 2 de ces 3 qui, dans leur sacro-saint principe de droit international, c'est le respect de la souveraineté. Or, le respect de la souveraineté veut dire qu'il appartient seul au peuple le droit et la liberté de se choisir ses représentants. Et à partir de ce moment-là, je peux vous dire qu'il sera très difficile de venir ici imposer quoi que ce soit qui bloquerait en fait la RDC dans son fonctionnement, parce que cela veut dire que c'est les Nations Unies qui pourraient être
aujourd'hui responsable du chaos que pourrait advenir de cette situation. Or, vous savez, les casques bleus sont là pour maintenir la paix et non pas pour faire la guerre. Merci beaucoup Jean-Claude Mokeni d'être passé sur les antennes de Numérica Télévision. Qu'est-ce que le temps file vite. Il fallait vraiment commenter cette question de l'accord de la Saint-Sylvestre parce que les Congolais attendent de pied ferme sa mise en application parce que l'objectif c'est d'aller aux élections au mois de décembre tel que prévoit cet accord. C'était un grand plaisir de vous recevoir, mesdames et messieurs. Cette émission est terminée. Souffrons qu'on la termine par là. J'espère retrouver très prochainement le sénateur Mokeni, élu de Bazoélé, pour un autre entretien. Le prochain, c'est lundi prochain. Très bonne suite de programme sur Numérica TV.